Et l'on va s'interroger notamment sur nos manières de voyager. Sommes-nous trop nombreux justement à voyager aux mêmes endroits, au même moment? On entend parler de plus en plus de surtourisme. Certaines villes s'en inquiètent. Alors comment y faire face? Faut-il modifier notre manière de voyager? Beaucoup de questions. Et pour en parler avec nous, Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef à l'Éco-Touristique et vous venez de sortir Voyage au pays du surtourisme aux éditions de l'Aube. Des questions effectivement qu'on entend de plus en plus ces dernières années. Avant toute chose, je voulais qu'on pose une question déjà au départ. Quelle est la différence entre surtourisme et tourisme de masse? Alors, le surtourisme signifie que l'impact négatif l'emporte un peu sur l'impact positif. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'effectivement, le tourisme a de vraies vertus, représente bien sûr des recettes économiques importantes. Par exemple, pour la France, c'est 7,5% du PIB. C'est également 2 millions d'emplois. Et puis, c'est une ouverture sur le monde. Donc, c'est une ouverture sur les autres cultures. C'est également vecteur de paix, ça j'y crois profondément. Pour revenir à votre question, le tourisme de masse, lui, fait référence à justement un nombre important de personnes. Souvent, on considère que Venise est l'emblème, en tout cas... On va le voir dans un instant d'ailleurs. L'emblème du tourisme de masse, alors que le surtourisme peut très bien intervenir alors qu'il y a très peu de voyageurs. Je prends un exemple concret. Vous allez sur une plage et c'est la période de la ponte des œufs pour les tortues. Eh bien, si à ce moment-là, il y a 10 personnes autour de ces tortues qui discutent, elles risquent de passer un mauvais moment et risquent de ne pas être dans des conditions idéales justement pour pouvoir féconder. Et justement, pour répondre à ce surtourisme, certaines localités mettent en place des quotas ou d'autres mesures de ce type. Justement, l'idée, c'est de mieux répartir le flux des visiteurs. L'exemple que vous avez donné, il est parfait, par exemple. Oui, effectivement, l'idée, c'est que les territoires puissent réussir à mieux répartir les flux dans le temps et dans l'espace. Et d'ailleurs, un nombre croissant maintenant de villes, de villages, de campagnes, de montagnes ont bien conscience du fait qu'il faut mettre en place des mesures pour mieux réguler. Et tout le monde, finalement, est gagnant, puisque quand il y a beaucoup de touristes, c'est une pression pour la population locale, pour l'environnement, également pour les personnes qui travaillent sur ces sites touristiques. Et puis l'expérience du visiteur, elle est dégradée. Donc on a tout intérêt, effectivement, à mieux répartir les flux. C'est gagnant-gagnant pour la localité et pour le visiteur. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous citer justement 2-3 exemples français ou européens, par exemple, de villes qui ont mis des quotas ou des solutions en place pour réguler ces flux touristiques? Oui, bien sûr. Alors, en France, parmi les exemples qui sont les plus souvent cités, il y a bien sûr la calanque de Sugiton, qui a décidé de... Qui se trouve près de Marseille. Et qui a décidé de mettre en place un système de réservation obligatoire et gratuit pendant l'été. Tout simplement parce que cette calanque, finalement, c'est un tout petit territoire. Ce sont 2 mini-calanques et le piétinement finissait par abîmer le site. Ensuite, il y a bien sûr Porquerolles. Voilà. Dans le Var. Également dans le Var. Voilà. Qui, elle, a décidé de mettre en place une jauge de 6 000 passagers sur les bateaux par jour. Là aussi pour finalement limiter l'affluence, parce que certains jours de pic de fréquentation, on arrivait parfois au double. Donc les autorités... C'est trop petit pour accueillir autant de monde. Voilà, exactement. Les autorités ont décidé de prendre cette mesure qui finalement est du bon sens. Et puis il y a également Bréa, l'île de Bréa, qui elle a opté pour une jauge de 4 700 personnes par jour. Et ce qu'on voit finalement, c'est que ces mesures sont mises en place depuis 2021, 2022, et ça marche, les territoires. C'est ce que j'allais vous demander. Alors en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une certaine acceptabilité sociale. C'est vrai que c'était des territoires qui étaient quand même assez précurseurs en la matière. Donc il y avait de la part de tout l'écosystème une certaine forme de crainte.
Mais finalement, il y a eu beaucoup de communication. Je pense que les médias ont aidé. Et finalement, ces mesures-là ont été relativement bien acceptées. Voilà. On va prendre un autre exemple qui n'est pas en France, Linda Lenné, si vous le voulez bien. On va aller à Venise, hein, vous en parliez tout à l'heure, Venise en Italie, où il y a eu également des décisions pour limiter l'accès à certains sites, à certaines rues. Regardez ce sujet signé Pascal Bourgault, c'était à l'occasion du dernier carnaval. Cette année, les touristes du carnaval de Venise échappent à la nouvelle taxe imposée par la municipalité. Mais rien ne dit qu'en 2025, le carnaval de l'une des villes les plus visitées au monde en soit encore exempté. Tout dépendra de cette phase de test qui commence le 25 avril prochain. Sur ce site internet, il faut désormais payer 5 € si vous venez l'un des 30 jours de grande affluence à Venise. 4000 réservations ont déjà été enregistrées. Au centre de contrôle des routes et des canaux, le responsable du tourisme de la municipalité, géré par la droite, explique. Il n'y aura pas de tourniquet, pas de grille, pas de fil barbelé ni de barrières. Comme nous avons toujours dit, cette taxe est une espèce de subvention demandée aux touristes. Nous sollicitons leur collaboration. La phase expérimentale commence, mais nous ne sommes pas absolument convaincus d'avoir trouvé la solution magique. Nous testons ce mécanisme légal après 40 ans de débats sur le tourisme à Venise. La taxe ne concerne que les touristes qui ne dorment pas à Venise. Mais comment les autorités vont-elles différencier ces touristes d'un jour avec les travailleurs qui font la navette et les visiteurs locaux? Ces deux Vénitiens sont inquiets pour leurs proches. À mon avis, cette taxe peut être un problème pour tous ceux qui vivent autour de Venise et qui viennent ici pour visiter leurs familles, leurs amis. Cela doit être pris en compte et bien organisé. Pour moi, la taxe ne change rien car je vis à Venise. La municipalité est consciente du problème, mais a tranché pour la solution la moins contraignante. Malheureusement, ce système de taxe n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Venise est la première à l'appliquer et c'est complexe, car nous devons tenir compte du fait que Venise est la capitale de la région avec des travailleurs qui font la navette, des étudiants, des résidents. Nous voulons éviter de transformer Venise en un parc thématique ou un musée fermé. Venise est une cité qui vibre, et donc même s'il est nécessaire de contrôler le tourisme excessif, Venise doit rester une ville vivante. Cette taxe va-t-elle vraiment dissuader le tourisme de masse et réduire les 30 millions de visiteurs annuels? Face à la passivité des autorités italiennes, l'UNESCO était sur le point d'inscrire Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril, au même titre que des sites afghans ou irakiens. Avec cette nouvelle mesure, la municipalité y a échappé de justesse. Mais pour combien de temps? Linda Lenné, Venise, c'est un cas d'école depuis longtemps. Oui, c'est un cas d'école. Alors, le reportage le montre bien. C'est une ville déjà magnifique, avec ses canaux, avec ses palais, avec toute son histoire. Mais elle est victime de son succès, avec 30 millions de visiteurs par an. Et cette taxe, en fait, pour bien comprendre, elle vise uniquement les personnes qui viennent à la journée. À la journée. Voilà. Pas ceux qui viennent plusieurs jours. Pas ceux qui viennent plusieurs jours. Donc, c'est normalement un encouragement à rester plus longtemps. La ville espère de ce fait avoir davantage de recettes touristiques. Le souci, c'est qu'une taxe de 5 € au prix d'une bonne glace, je ne suis pas sûre que cela dissuade effectivement les visiteurs de rester un seul jour. Et donc, le reportage le montre aussi. Pour l'instant, c'est une mesure exploratoire. Il faudra voir les résultats à terme. Et à supposer que finalement cette mesure soit efficace, eh bien, à ce moment-là, ça voudrait dire que sur les 29 jours pendant lesquels elle est en vigueur, donc c'est 29 jours de forte affluence, il y aurait davantage de pression touristique puisque les gens resteraient non pas un jour mais 2 ou 3 jours. Donc on a du mal à comprendre et un autre point c'est qu'effectivement ça risque de compliquer la vie des gens qui travaillent autour, même s'il y a de nombreuses exemptions, typiquement les Vénitiens et ceux qui sont nés à Venise peuvent en subir les conséquences. Ne paieront pas la taxe, eux. En plus. Ils ne paieront pas la taxe, ils font partie des exemptions. Je voulais qu'on rebondisse sur une image qu'on a vue dans le sujet. Ce sont ces gros paquebots, ces paquebots énormes que l'on voit de plus en plus dans les villes côtières. C'est un problème pour le surtourisme, ces paquebots qui déversent des centaines et des centaines de visiteurs par jour dans une ville. Alors pour Venise, en fait, justement, il a été décidé de déplacer... Pour d'autres villes également, de déplacer le port
En fait, les paquebots, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, ils ont des ports d'escale. Et maintenant, ils essayent de finalement visiter avec des groupes plus petits la ville pour justement diluer l'affluence. Et puis, si on prend les exemples comme Dubrovnik, qui est souvent aussi cité comme exemple, Dubrovnik a signé un accord avec la Fédération des compagnies de croisière, la CLIA, pour justement pouvoir, là aussi, mettre une forme de quota de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de personnes qui arrivent dans la ville au même moment. Mais Linda Ley, est-ce que ces bateaux, ils sont appelés à durer selon vous, dans le jour où on met justement ce mode de transport un petit peu, qu'on pointe du doigt un petit peu ce mode de transport? Alors, je pense que les paquebots sont amenés effectivement à durer. C'est plutôt un secteur qui est en forte croissance. Et c'est le cas en Europe, mais c'est surtout le cas aux États-Unis et en Asie. Les clientèles asiatiques apprécient beaucoup les bateaux. Et en fait, les questions de taille qu'on se pose beaucoup en Europe sont beaucoup moins identifiées en Asie, par exemple. Donc, je pense qu'effectivement, le secteur de la croisière va continuer à se développer. Après le bateau, l'avion, on en a énormément parlé l'an dernier, notamment, puisqu'il y avait une sorte de petit débat en France où on disait, ben voilà, on va peut-être vous donner un passeport de 4 ou 5 vols durant votre existence, et puis vous devrez uniquement vous aller sur ces quelques vols pendant votre existence. On en a pu parler ces derniers mois. Est-ce qu'à votre avis, ce passeport aérien durant une vie peut un jour voir le jour, justement, ou pas ? Alors là, vous faites référence effectivement à la petite phrase de Jean-Marc Jancovici, le président du Shift Project, qui avait émis membre du Haut Conseil pour le climat. Exactement. Il avait émis l'hypothèse d'un quota de 4 à 5 vols par vie. J'ai du mal à croire qu'on arrive à ce type de mesure aussi radicale. Il ne faut pas oublier, comme je le disais au début, que le voyage, c'est aussi une ouverture sur le monde. Et puis, j'ai envie, comme beaucoup d'ailleurs de professionnels de l'aérien, de plutôt croire en une modération, déjà. C'est-à-dire qu'il faut peut-être effectivement voyager de manière un peu plus sobre. Si on fait un voyage long courrier, on reste 3 semaines. On ne part pas forcément tous les ans. Et puis, d'autre part, il faut toujours espérer qu'on trouve un jour vraiment une technologie de rupture pour faire en sorte que l'avion soit moins carboné. Linda Ley, il nous reste malheureusement peu de temps, mais je voulais qu'on aborde la question de Airbnb. Dans votre livre, vous dites que Airbnb est un problème, mais aussi une solution. Vous avez surnommé l'un de vos chapitres le syndrome de New York. Pourquoi ? Alors en fait, la ville de New York a décidé effectivement de prendre des mesures assez radicales. Et donc, il est très difficile aujourd'hui de mettre en location un logement pour une période courte. New York, en fait, fait face, comme beaucoup d'autres villes, à une véritable crise du logement. On peut dire que c'est une poudrière sociale pour beaucoup de mégapoles. Et donc, de manière à remettre des logements sur le marché de location longue durée, eh bien, la ville a décidé de mettre en place un système qui finalement interdit ou presque les locations saisonnières. Maintenant, c'est une mesure radicale. C'est vrai aussi que ça peut être une solution. Dans le livre, je cite aussi... Est-ce que c'est une solution contre le surtourisme, justement ? Alors, en fait, dans le livre, je cite également le maire d'un village de l'Oise qui explique « Mon village n'est pas touristique, mais par contre, nous sommes proches de Paris, proches des parcs d'attractions. Et donc, de ce fait, certains habitants ont ouvert des chambres, une quarantaine en tout. Et donc, de ce fait, ça permet de générer des compléments de revenus pour les habitants. Et finalement, ça évite peut-être justement quelques logements qui seraient plus sur la capitale. Les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt. Dans le surtourisme, ils jouent un rôle ? Alors, les réseaux sociaux, en général, effectivement, ils incitent à visiter des lieux qu'on dit instagrammables. Donc ça, c'est une tendance forte. Maintenant, Instagram, c'est encore un petit adolescent. Il est né en 2010. Donc il faut espérer qu'avec le temps, ils soient un peu plus matures et que, comme l'a fait d'ailleurs Sugiton, donc la calanque de Sugiton, eh bien, il faut espérer que Instagram serve aussi à
promouvoir une autre forme de tourisme. Une autre forme de tourisme et puis également des conseils à voyager, plutôt hors saison. Ne venez pas l'après-midi, mais plutôt le matin, il y aura moins de monde. Repartez avec vos déchets dans votre sac. Voilà, plein de petites mesures de bon sens. Et justement, vous concluez parfaitement ce grand angle, puisque vous résumez en quelques mots ce que vous dites à la fin de votre livre. Vous dites « Voyageons, oui, mais en pleine conscience ». Ce sera donc la conclusion de ce grand angle. Merci beaucoup, Linda Lenné. Je rappelle que vous avez sorti « Voyage au pays du surtourisme » aux éditions de l'Aube. Et c'est un livre passionnant pour justement aborder toutes ces problématiques. Merci.